Bonsoir tout le monde. Nous allons donc attaquer ce nouveau webinaire sur le tissu conjonctif. Que savez-vous du tissu conjonctif? Nous allons voir durant toute cette soirée les composants du tissu conjonctif, ce qu'est, je ne vais pas dire vraiment parce qu'il y en a qui connaissent encore mieux que moi le tissu conjonctif, j'en parlerai à la fin, mais en tout cas la structure de base du tissu conjonctif, sa présence au niveau au sein du corps humain, ses capacités d'adaptabilité, ses fonctions et ce qu'est un peu plus réellement donc le tissu conjonctif. Effectivement, quand on parle de tissu conjonctif, on n'a pas forcément l'impression parfois de faire du conjonctif. Or, quand on fait de l'ostéopathie tissulaire, de l'ostéopathie fonctionnelle, de l'ostéopathie fluidique, de l'ostéopathie structurelle, ben, toutes ces ostéopathies, hein, pour moi d'ailleurs, il n'y a pas plusieurs ostéopathies, il n'y en a qu'une, et j'ai même envie de dire, il n'y a qu'un seul traitement, qu'on soit ostéopathe, kiné, etc. On est avant tout des thérapeutes, hein. Je ne fais pas la distinction entre toutes ces ostéopathies. Pour moi, il n'y a qu'un seul point commun, ben, c'est le tissu conjonctif. Effectivement, dès l'instant, et on verra un petit peu plus tard dans la soirée, où vous posez les mains sur un patient, quel que soit votre métier, vous commencez à faire du conjonctif. Le conjonctif, on va le voir, il est présent partout. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas composé de conjonctif. Et l'intérêt de ce soir, c'est de comprendre un peu mieux, hein, ce que l'on fait, c'est-à-dire d'avoir la connaissance de ce que l'on ressent. Le conjonctif, par définition, c'est un ensemble de tissus. On verra qu'il y a plusieurs sortes de tissus conjonctifs. C'est un ensemble de tissus dont les cellules sont séparées par une matrice extracellulaire, contrairement donc aux épithéliums où les cellules sont jointives. Donc on a d'un côté les épithéliums qui forment plutôt les parois, hein, et d'un autre côté un tissu, un ensemble de tissus composé de cellules, d'une matrice, de fibres, on va le voir après, qui est un véritable tissu de soutien au tissu épithélium, hein, et qui va combler les espaces au niveau du corps humain et relier un petit peu toutes nos structures. Donc ce tissu conjonctif est riche bien sûr en éléments, beaucoup plus que le tissu épithélial, hein, et il va créer comme ça une enveloppe, hein. Il va créer une sorte de matrice, hein, qui relie toutes nos structures, qu'elles soient osseuses, crâniennes, viscérales, hein, donc pour créer des liens. Donc quand on cherche quelque part un peu qu'est-ce que les liens, on me pose souvent la question en cours, qu'est-ce que les liens? Est-ce que Monsieur Pirot, vous pouvez nous expliquer les liens, les liens, les liens? Ben, les liens, ils sont essentiellement conjonctifs. L'origine de tissu conjonctif, c'est les cellules mésenchymateuses. Donc, nous allons voir en détail un peu plus la composition donc, de ce tissu conjonctif. On a trois constituants constants. Donc, ça, c'est important parce que quel que soit le tissu conjonctif sur lequel on va poser les mains, quelque part, on va toujours avoir la même structure en dessous. Que ça soit sur le crâne, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur un tendon, un ligament, que ce soit voilà, sur le péritoine, la plèvre, hein, tout ce que vous voulez. Dès l'instant où on va toucher notre patient, dès l'instant où on va avoir une action sur notre patient, on va toujours avoir la même structure en dessous. Ce qui est intéressant, parce que finalement, si on a une structure constante, et ben, quelque part, le travail va être constant aussi, et les résultats vont être constants aussi. Ok, c'est un petit peu mathématique. Donc, ce tissu conjonctif ou cet ensemble de tissus conjonctifs a toujours plus ou moins la même composition. Alors, bien sûr, il y a des variations dans on va dire, le pourcentage, hein. Effectivement, le pourcentage de fibres, le pourcentage de cellules, le pourcentage de substances fondamentales va varier d'un tissu à l'autre. On verra un peu plus tard que, effectivement, entre un tendon, un péritoine et d'autres, un tissu adipeux, il va y avoir
des proportions qui vont être un petit peu différentes. Mais on va toujours retrouver cette trilogie cellules, fibres et substances fondamentales. Ce tissu conjonctif, on les observe, enfin, ces tissus conjonctifs, pardon, on les observe autour et dans les organes. Ils vont s'interposer entre les tissus. Si, C'est véritablement le tissu de soutien par excellence. Alors voilà, encore une fois, hein, dès l'instant où on va poser les mains sur un patient, quel que soit notre métier, eh ben, quelque part, nous allons faire du tissu conjonctif. On va commencer donc par analyser, étudier les cellules. Les cellules, on va voir qu'il y en a de deux types. Il y a premier type de cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules fixes. C'est ce qui va composer la matrice. C'est un peu ce qui va sécréter, hein, la substance fondamentale, et c'est ce qui va un peu être l'élément moteur de ce tissu conjonctif. Les cellules, pardon, les plus importantes, ce sont les fibroblastes. Les fibroblastes, ça va synthétiser les protéoglycanes et les glycoprotéines de structure pour élaborer la substance fondamentale. Les glycoprotéines de structure et les protéoglycanes vont pouvoir capter l'H2O. On verra qu'on va parler d'H2O lié, d'H2O libre. Et en fonction de l'hydratation, eh ben, cette substance fondamentale va avoir une composition, une consistance plus ou moins fluide. Plus ce tissu est hydraté, plus on va retrouver de l'H2O libre, hein, bah, plus quelque part, là, cette substance fondamentale va être fluide et automatiquement, plus les caractéristiques mécaniques de ce tissu conjonctif ben, va aller vers l'élasticité et la déformabilité. Plus on va avoir de l'eau emprisonnée, plus on va avoir une substance fondamentale dense, moins il y aura des capacités mécaniques d'adaptabilité. On va retrouver également des fibrocystes qui sont des dérivés des fibroblastes. Ce sont des éléments un peu plus matures, un peu plus petits, ok, qui vont un peu avoir la même fonction, hein, mais qui vont sécréter, bien sûr, moins de substances fondamentales. Donc, fibroblastes et fibrocytes, c'est le cœur un petit peu de ce système conjonctif. C'est ce qui va alimenter la substance fondamentale, hein, c'est ce qui va permettre ces capacités d'adaptabilité et c'est ce qui va permettre aussi, de par la présence de ces glycoprotéines et de ces protéoglycanes et ce tropocollagène également, hein, qui va un peu structurer donc, et donner des capacités mécaniques d'adaptabilité à ce tissu conjonctif. On va ensuite retrouver des cellules libres. Ces cellules libres vont participer au système immunitaire. Le tissu conjonctif, on verra après dans sa synthèse, c'est un tissu qui est à la fois donc mécanique, hein, on va le voir, mais c'est surtout un tissu qui va être immunitaire. Au niveau donc du tissu conjonctif, on retrouve de nombreux macrophages et des histocystes. Les macrophages donc vont participer à la phagocytose. Vous savez que la phagocytose, hein, c'est un système qui va permettre d'éliminer des éléments pathogènes, tels virus, bactéries. Donc, ce tissu conjonctif va être très intéressant justement dans les capacités au corps à s'adapter donc à son environnement et surtout bah, à l'étranger entre guillemets, hein, je veux dire à l'élément pathogène, euh, par un développement et par justement une amélioration donc du système immunitaire. Donc, grande présence de macrophages et d'histocytes et aussi grande présence de mastocytes. Les mastocytes, eux, jouent un rôle beaucoup plus dans les processus inflammatoires et dans les processus allergiques. Donc, premier gros élément de ce tissu conjonctif, le système immunitaire, les macrophages, les histocytes et les mastocytes, dans un rôle de phagocytose et de régulation inflammatoire et régulation des phénomènes allergiques. On va retrouver également des plasmocytes. Plasmocytes, donc, avec les lymphocytes B différenciés, qui vont être capables de produire des anticorps. On va retrouver des leucocytes, monocytes, lymphocytes et granulocytes. Pareil, hein, on va observer donc au sein du tissu conjonctif un rôle d'infection et enfin une régulation de l'infection et une régulation de l'inflammation. Donc on voit bien que au niveau de ce tissu conjonctif,
c'est là que va être un peu le lieu de l'immunité. C'est là que va se faire un peu notre système de défense. C'est là que sont présents nos éléments immunitaires avec leurs différentes classifications, hein. Et ce système conjonctif va jouer un rôle important parce qu'il va faire un peu barrière les éléments pathogènes pour éviter que l'élément pathogène, justement, ne puisse attaquer la cellule noble. Il fait un peu un rempart, hein, une sorte d'armée, hein. Donc, le système conjonctif est un... hein, le système conjonctif est une armée, hein, quelque part, hein. Donc une armée d'éléments immunitaires contre les autres pathogènes. Après les cellules, nous allons retrouver les fibres. Trois types de fibres. Ça, c'est ce qui va fabriquer un peu l'armature du tissu conjonctif. On va retrouver dans un premier temps les fibres de collagène. C'est la résistance du tissu conjonctif. Ces fibres de collagène, nombreuses dans certains tissus, comme par exemple les tendons et les ligaments, ce sont des rubans, des trousseaux qui peuvent être un peu croisés, enchevêtrés, ok, et qui vont former un peu comme des lianes entre les structures. Elles ne vont jamais s'anastomoser. Par contre, elles peuvent effectivement s'entrecroiser. Il faut imaginer un peu, voilà, comme une liane, un peu, hein, qui va s'entrecroiser et qui va créer une véritable armature solide, mécanique, résistante entre deux éléments. Les fibres de collagène, donc les fibres associées à la résistance mécanique du conjonctif, il y a une vingtaine de types de fibres de collagène. Au niveau du conjonctif, on va retrouver les quatre premières. Donc, le collagène de type 1, qui est le plus abondant, présent dans le derme, les tendons, le tissu osseux. Le collagène de type 2, présent dans le cartilage. Le collagène de type 3, présent dans le muscle, les parois vasculaires. Et le collagène de type 4, au niveau, pardon, de la lame basale. Donc, ces fibres de collagène vont quelque part former une véritable armature mécanique, une armature tensègre, hein. Donc, quand on va parler de tenségrité, eh bien, quelque part, c'est ça, hein, c'est ces fibres collagéniques entre les structures afin d'assurer une cohésion adaptative. On va ensuite retrouver des fibres de réticuline, un peu moins présentes. Elles vont soutenir l'endothélium. Elle va former un peu comme un grillage délicat de fibrilles très fines. Elles sont entrecroisées. Les fibres de réticuline sont beaucoup plus fines. On va les retrouver essentiellement donc au niveau des parois vasculaires. On va le retrouver également au niveau des glandes, des petits vaisseaux et au sein de nombreux organes, le foie, le rein, la rate, hein. Donc tout ce qui est un petit peu très, très vascularisé, on va retrouver effectivement ces fibres de réticuline. Elles sont plutôt au sein des parois et elles vont créer une sorte de lierre entrecroisée qui va structurer, bah, comme on le voit un peu sur le schéma, le capillaire sanguin, donc la paroi sanguine. Dernière fibre, les fibres élastiques, l'élastine. Elles vont soutenir l'endothélium. Donc les fibres élastines, elles vont quelque part s'additionner aux fibres de collagène. Elles vont s'entrecroiser avec les fibres de collagène et elles vont assurer l'élasticité. On a d'un côté la déformabilité collagénique et de l'autre côté l'élasticité par l'élastine, c'est-à-dire le retour à la longueur initiale. Un tissu conjonctif est capable bien sûr de se déformer, mais il ne restera pas déformé. Il est capable bien aussi de revenir à sa longueur initiale. C'est ce qu'on appelle l'adaptation mécanique. Cette adaptation mécanique va être très intéressante, bien sûr, dans les tendons, les ligaments, mais pas que, également aussi sur le système durmérien, sur le système pariétal, hein, sur le système également la plèvre, sur le système péritonéal, car il va permettre aux éléments, des éléments nobles, pardon, de pouvoir se distendre et en même temps, après, de pouvoir récupérer leur longueur initiale. Donc, au sein de ce tissu conjonctif, on a une véritable armada fibrillaire. Et cette arme fibrillaire, avec ses capacités d'adaptation, va à la fois permettre la distension et la récupération de cette distension, c'est-à-dire récupérer sa position initiale. On arrive à la substance fondamentale.
Donc, on a vu que d'un côté, on a les cellules libres et fixes. Les fixes qui vont composer le cœur donc, du système conjonctif, la sécrétion de cette substance fondamentale. Ok. Les cellules libres qui sont des cellules plutôt immunitaires. On a la trame mécanique donc, de ce tissu conjonctif, collagène, élastine, réticuline, avec chacune leur capacité d'adaptation. Et ben, entre les fibres et les cellules fibroblastes, on va retrouver cette substance fondamentale. Cette substance fondamentale va former un peu un liant entre les deux. La substance fondamentale va être composée de protéoglycanes, donc ça va être la charpente de la matrice extracellulaire, protéines sur lesquelles vient se greffer des glycosaminoglycanes. Ok. Donc ce sont des chaînes de polysaccharides, on parle de protéoglycosaminoglycanes, sulfatées, non sulfatées, qui va quelque part capter ou libérer l'H2O. On va retrouver également des glycoprotéines de structure, la fibronectine et la laminine. Ok. Donc ces glycoprotéines de structure, bah, comme le nom l'indique, elles vont structurer un petit peu cette substance fondamentale et elles vont donner de la cohésion à cette substance fondamentale. Et bien sûr, pour que cette substance fondamentale garde une consistance fluide adaptative, on va avoir de l'eau et bien sûr des sels minéraux. L'eau, elle va exister sous forme libre ou liée. Elle va donc être parfois agglutinée, donc aux protéoglycosaminoglycanes. Ok. Et l'eau va pouvoir ensuite se transpirer, perler, on le verra tout à l'heure sur une vidéo. Et quand l'eau passe de l'état lié à l'état libre, c'est là que effectivement cette substance fondamentale transpire et obtient donc des capacités plus fluides et donne au tissu conjonctif cette structure d'adaptation à la fois de déformabilité et d'élasticité. La déformabilité et l'élasticité du tissu conjonctif, elle est directement liée à la composition de la substance fondamentale. Plus la substance fondamentale aura on va dire une densité fluide, plus le tissu conjonctif sera adaptable, plus cette substance fondamentale sera déshydratée et en période par exemple d'inflammation totalement dense et compacte, moins le tissu conjonctif sera adaptable. On va retrouver plusieurs variétés de tissus conjonctifs. On va parler bien sûr du base, l'origine, le tissu embryonnaire. Le tissu conjonctif, il vient du mésenchyme. Donc, tout le tissu conjonctif vient du tissu mésenchymateux. Il va ensuite se différencier en différents tissus conjonctifs qu'on va voir jusqu'au tissu musculaire. On va retrouver également le tissu conjonctif muqueux, gelé de Wharton, qui est tout simplement le tissu conjonctif du cordon ombilical. C'est un tissu caractérisé par la prédominance de la substance fondamentale. C'est un peu un tissu particulier où on va avoir une grande proportion de substances fondamentales, plus que dans les autres tissus conjonctifs, mais ça reste effectivement du tissu embryonnaire. Ce qui va nous intéresser, bah, c'est quand même le tissu plutôt adulte. Dans le tissu adulte, on va voir qu'il y a plusieurs types de tissus. On va commencer par le tissu conjonctif lâche. C'est celui qui est le plus répandu, enfin, un des plus répandus. Sous-cutané, tissu conjonctif entre les organes. Ok. C'est celui qui va faire le lien entre tout le système viscéral. On y retrouve une répartition harmonieuse des cellules, fibres et substances fondamentales. Voilà, on est à peu près dans des proportions égales. C'est un tissu conjonctif qui va servir de support à la vascularisation et à l'innervation. On verra que effectivement ce tissu conjonctif a comme particularité d'être vascularisé et innervé. Et il va apporter notamment donc les éléments nutritifs à l'épithélium. Et c'est ça qui est important. Ce tissu conjonctif lâche va nourrir l'épithélium. L'épithélium a besoin de ce tissu conjonctif. C'est tout simplement le grenier, quelque part, le grenier de l'épithélium. Donc, quand on fait de la thérapie, quelle qu'elle soit, quand on commence à toucher le patient, quand on fait par exemple du viscéral, il
faut pas avoir l'intention de travailler sur la cellule noble. On ne peut rien faire sur la cellule noble. La cellule noble, elle a un programme, elle fait ce qu'elle a à faire, elle sait ce qu'elle doit faire, et on ne peut pas changer la fonction de l'épithélium. C'est pas possible. Elle est programmée pour ça. Par contre, en dynamisant le tissu conjonctif, en améliorant ses capacités d'adaptation, en vascularisant ce tissu conjonctif, en lui redonnant un potentiel dynamique et un potentiel de drainage, automatiquement, celui-ci va mieux nourrir l'épithélium, c'est-à-dire va améliorer la fonction. Et quand on parle structure, génère fonction, fonction, entretien structure, ben on est au cœur de la structure. La structure, c'est le tissu conjonctif. Quand on parle de techniques structurelles, c'est pas que faire crack des techniques structurelles. On va voir tout à l'heure des techniques où il n'y a pas de craquement, qui sont des techniques structurelles. La technique structurelle, ça veut dire tout simplement s'adresser à la structure. Et la structure sur laquelle on peut avoir une action directe, c'est le tissu conjonctif, parce que justement, il est innervé et il est vascularisé. L'épithélium ne l'est pas. Donc, on ne peut pas avoir d'action sur l'épithélium, en tout cas de façon directe. On aura une action indirecte. On va ensuite retrouver des tissus conjonctifs denses, à l'opposé des tissus conjonctifs lâches. Les tissus conjonctifs denses, eux, vont être un peu plus composés de fibres collagènes. La présence donc de collagène est un peu plus importante. Dans le tissu conjonctif lâche, on avait une répartition qui était homogène entre les trois structures, fibres, cellules et substances fondamentales. Dans les tissus conjonctifs denses, la présence de collagène est automatiquement un peu plus importante. Tout simplement parce que ça va être des tissus conjonctifs qui vont avoir une composante mécanique et une composante, bien sûr, de résistance mécanique beaucoup plus importante. On va retrouver des tissus conjonctifs non orientés et des tissus conjonctifs orientés. Dans les tissus conjonctifs denses non orientés, on va retrouver ces tissus souvent autour donc, des organes pleins. Pourquoi? Parce que les organes pleins sont des organes qui sont plus sous pression, hein, comme par exemple le foie. Ils vont donc avoir besoin d'un tissu conjonctif plus résistant, à l'opposition d'un tissu conjonctif plus lâche, qui est un peu moins résistant, mais un peu plus adaptable. Et on va retrouver donc ce tissu conjonctif non orienté également au niveau des capsules articulaires et au pourtour des os, au niveau du périoste. Dans les tissus conjonctifs denses orientés, on retrouve bien sûr encore deux types de tissus, les tissus conjonctifs denses orientés unitendus et les tissus conjonctifs denses orientés bitendus. Dans les tissus conjonctifs orientés unitendus, c'est ceux qui sont tous orientés dans le même sens. Tendons, ligaments, très riches bien sûr en fibres de collagène, regroupés en faisceaux très épais et parallèles, comme on le voit ici sur la coupe d'un tendon ou d'un ligament. On est un peu comme sur une architecture de câbles électriques, hein, ou de câbles tout simplement, hein. On a un câblage de fibres collagène, et ce câblage de fibres collagène sont toutes orientées dans le même sens. Ce sont une orientation particulière destinée aux tendons, aux ligaments, qui bien sûr va augmenter la résistance mécanique. On va ensuite retrouver un tissu conjonctif dense bi-orienté, donc bitendu, ok, plutôt là au niveau des aponevroses et au niveau également des membranes interosseuses. On aurait pu citer la membrane interosseuse, bien sûr, membre inférieur, membre supérieur, au niveau des fascias, au niveau de tout ce qui va être un peu plus l'apparence d'une nappe, hein. Donc tout ce qui est un peu plus nappé, on va retrouver bien sûr une orientation bitendue. Aponévrose, où on va retrouver donc une coupe perpendiculaire au niveau des fibres. C'est pour ça que sur le plan pratique, quand on vient pratiquer et travailler une membrane interosseuse, il faudra toujours la travailler dans deux plans différents. Quand on travaille fascia au niveau donc viscéral, on travaille toujours transversal et longitudinal pour améliorer l'élasticité, surtout les processus de glissement entre ces fibres. OK? Donc ça, c'est important. Donc d'un côté,
Le tissu conjonctif dense orienté unitendu, tous dans le même sens, tendon, ligament. Et de l'autre côté, le tissu conjonctif dense orienté bitendu, perpendiculaire, plutôt aponévrose. On va retrouver également le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est du tissu conjonctif. Tissu adipeux, stockage de graisse, grande réserve énergétique. On va retrouver ça essentiellement donc au niveau de l'épiplomb et au niveau du mésentère. L'épiplomb et le mésentère, effectivement, le grand épiplomb et le mésentère, ce sont des structures un peu grasses, hein, riches en lipides, qui vont être des réserves énergétiques, qui vont aussi protéger contre le froid. Ok. Donc, le grand hémantum, ce n'est pas par hasard s'il y a du gras, hein, c'est tout simplement également pour protéger du froid. Il ne faut surtout pas refroidir les éléments vitaux, et en particulier, bien sûr, les éléments viscéraux. Donc, si le grand hématome, c'est le tablier épiploïque, comme on l'appelle, qui vient recouvrir un petit peu tous les organes et très riche en tissu adipeux, c'est pas par hasard. C'est à la fois pour avoir une réserve énergétique, oui, mais c'est aussi pour protéger du froid, car le froid serait vasoconstricteur et automatiquement diminuerait la perfusion des éléments vitaux. Donc ce tissu conjonctif, on le voit, c'est un tissu qui va à la fois servir de lien mécanique à la déformabilité, à l'élasticité. C'est une véritable armée immunitaire, puisqu'on retrouve tous les éléments immunitaires dans les tissus conjonctifs, et c'est également une protection contre le froid. On va aussi retrouver le tissu conjonctif réticulaire. Donc le tissu conjonctif réticulaire, lui, il est riche en fibres réticulines. Ces fibres un peu protectrices au niveau donc des éléments vasculaires et au niveau donc des éléments également des viscéraux riches en vascularisation, ganglions lymphatiques, foie, rate et les reins, et bien sûr la moelle osseuse, et tout ce qui va être organes lymphoïdes. Dès l'instant où on va avoir présence d'éléments vasculaires importants, on va retrouver donc ce tissu conjonctif réticulaire, qui sont une sorte de lierre, hein, de fins fils qui vont protéger les parois et qui vont protéger tous ces organes fortement vascularisés. Et le dernier tissu conjonctif, c'est le tissu conjonctif élastique. Celui-là, il est un peu plus rare. Là, on va retrouver une prédominance de fibres élastiques. On va le retrouver seulement au niveau donc, du ligament jaune. Donc, évidemment, notion d'élasticité au niveau du rachis, du ligament nucal, des cordes vocales et du ligament suspenseur du pénis. On le retrouve que dans ces éléments-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas par hasard hein, si on retrouve ces capacités d'élasticité donc, au niveau bien sûr du ligament nucal et du ligament jaune, puisque notre colonne vertébrale a besoin de cette élasticité, tout simplement pour, encore une fois, des notions d'adaptabilité. Si notre colonne vertébrale était totalement rigide, elle serait très fragile à la casse et voilà, on serait plus là aujourd'hui. Ok. Donc, le tissu conjonctif, vous voyez bien que on est dans l'adaptation maximum et dans les capacités d'adaptation et de protection. Si on peut le définir en deux mots, ce tissu conjonctif, adaptation, protection. Mais le conjonctif, c'est pas que adaptation et protection, c'est aussi proprioception. On retrouve dans ce tissu conjonctif de nombreux éléments neurologiques, en particulier le faisceau neuromusculaire et les organes neurotendineux de Golgi. Donc tout le système ligamentaire, le système tendineux, le système aponévrotique, puisqu'on a sur nos systèmes aponévrotiques des corpuscules Pacini, ok, le système donc intramusculaire, le faisceau neuromusculaire, nos fascias, tous nos systèmes, on va dire, mécano-conjonctifs, et aussi un système de proprioception. Le système conjonctif fait partie hein, en posturologie. J'en ai parlé la semaine dernière pendant mon webinaire sur le structurel tripodal. J'ai fait une approche donc, de la posturo. Hein, et ben, ce système conjonctif fait partie de ce qu'on appelle les capteurs supports. Chaque élément conjonctif de notre corps va renvoyer au niveau donc, des éléments supérieurs
cervelet, tronc cérébral, noyaux gris centraux, etc. Des éléments, donc des informations positionnelles, des informations de traction, des informations de compression, des informations tout simplement utiles à la proprioception. On retrouve également dans le conjonctif la perception cutanée. Je vous disais tout à l'heure que quand on commence à toucher son patient, on pose les mains sur un patient, on fait du conjonctif. Effectivement, au niveau donc cutané et surtout sous-cutané, on va retrouver les corpuscules de Mestière, pardon, les corpuscules de Pacini, Merkel et les terminaisons de Runi. Ok. Donc, le derme et bien sûr le sous-derme va être composé de ces éléments, de ces corpuscules qui vont varier bien sûr à la pression, varier au tact, hein. Donc, dès l'instant où on va toucher son patient, le moindre toucher digital sur notre patient est déjà une information du tissu conjonctif. Quelle que soit la thérapie que vous faites du conjonctif avant tout. On voit ici, je vous ai sorti un article donc, de PubMed que j'ai traduit et enfin que j'ai fait traduire par l'intelligence artificielle pour ne pas la citer. Et on voit effectivement hein, dans cette littérature hein, que les mécanorécepteurs des ligaments de cheville jouent un rôle important dans la proprioception. Dès qu'il y a une rupture ligamentaire, dès qu'il y a une distension ligamentaire, dès qu'il y a une atteinte des mécanorécepteurs, on retrouve automatiquement une instabilité chronique fonctionnelle. Ok. D'où l'intérêt, bien sûr, du travail ligamentaire et du travail proprioceptif. Donc, quand on parle des corpuscules de Messner et de Pacini, on les retrouve bien sûr au niveau du derme, mais pas que, hein. On va le retrouver également au niveau des aponevroses. Et ces mécanorécepteurs vont également jouer un rôle important dans la proprioception. Donc, on voit bien hein, que le tissu conjonctif a plusieurs rôles. Il a un rôle mécanique, déformabilité, élasticité, un rôle immunitaire, ok. Il a un rôle de cohésion et de remplissage et d'enveloppe. Il va avoir un rôle de soutien et il a également un rôle proprioceptif. Très important car il va renseigner en permanence nos centres supérieurs sur les différentes positions, les différentes notions de traction, de compression, quelque part l'adaptation gravitationnelle. C'est lui qui va participer à la proprioception générale. Il participe. Il n'est pas toute la proprioception, mais il va participer à cette proprioception. Donc, c'est véritablement le lien qui fait les liens. Le liant, pardon, qui fait les liens. Le tissu conjonctif, c'est ce qu'on appelle le sclérotome. On a vu ensemble son rôle mécanique, vasculaire, neurologique, immunologique, métabolique. C'est le sclérotome qui est le sclérotome de tout. Il adapte l'organisme au milieu extérieur, il assure les relations intersystémiques au sein de l'organisme, il va rétablir la santé. C'est le tissu de soutien par excellence. Et c'est quelque part le seul tissu sur lequel on a accès, car justement, il est composé de tissus neurologiques et que par la présence de ces mécanorécepteurs et par la présence de tous ces récepteurs cutanés, eh ben, dès l'instant où on va faire n'importe quelle technique, qu'elle soit fonctionnelle, structurelle, ligamentaire, musculaire, tout ce que vous voulez, on va automatiquement passer par le tissu conjonctif. Je vous montre une vidéo de Jean-Claude Gimberto qui date, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce côté d'adaptation. D'étudier avec un endoscope ce qui se passe sous la peau, au sein du tissu conjonctif, dans la matrice extracellulaire. Ces images saisissantes de beauté ont fait le tour du monde, révolutionnent l'approche du vivant et lancent des pistes pour explorer le tissu de soutien présent partout dans le corps qui en fait un tissu constitutif du vivant. On voit l'hypervascularisation, on voit la présence d'eau, on voit les fibres.
L'expérimentation consiste à visualiser sous la peau les effets de l'action de la main de l'ostéopathe. Voici d'abord, au même grossissement, ce que donne le maillage d'une compresse en coton. Voici les mouvements du tissu conjonctif quand personne ne pose sa main sur la peau. Voici les images quand il est demandé à l'assistante de poser sa main sur la peau sans intention thérapeutique. Voici les images quand on effectue une traction sur la peau, quand on effectue un pompage, un massage. Voici enfin la transformation quand un ostéopathe, utilisant tous ses sens en synergie, met sa main et effectue un étirement facial, une manœuvre manipulatoire à distance ou une intention sans mouvement visible. On voit véritablement cet orage vasculaire, cette nourriture vasculaire, l'eau qui perle. Les images de Jean-Claude Guimberteau montrent l'interpénétration des fibres dans un réseau multifibrillaire impliquant globalité et organisation multidirectionnelle dans un univers chaotique d'organisation fractale. Dit plus simplement, ce qui se passe sous la peau est à l'image de la nature. Donc, vous voyez, on a vu par cette vidéo que vous connaissez sûrement, hein, qui a fait le tour du monde, de Jean-Claude Guimberteau. Je voulais vous la remontrer rapidement, que le tissu conjonctif, dès l'instant où il va être vascularisé, dès l'instant où il va retrouver ses capacités vasculaires, il va également retrouver ses capacités, bien sûr, de déformabilité, d'élasticité. On a vu ensemble les plans de glissement qui changent, les fibres qui se réorientent. Alors, on a l'impression que c'est un peu chaotique, mais ça n'est pas tant que ça. Il y a encore, bien sûr, beaucoup à étudier sur le tissu conjonctif, et Jean-Claude Quimberteau continue d'étudier sur le tissu conjonctif. C'est le spécialiste du tissu conjonctif. Et effectivement, ce tissu conjonctif garde encore quelques secrets, car on ne comprend pas trop l'orientation des fibres, de certaines fibres. Et finalement, c'est un peu comme la Tour Eiffel, personne n'y croyait, et ça tient toujours debout. Donc c'est un peu ça le tissu conjonctif, hein. C'est cette organisation qui paraît chaotique et pas du tout structurée, mais qui en fait l'est énormément, hein. C'était véritablement une globalité structurée. Je vous ai remis un autre article démontrant ici donc la dépendance organique au tissu conjonctif du fascia. Donc voilà, c'est véritablement, hein, le conjonctif va former une enveloppe, hein, qui va relier tous les organes. Quand on parle de technique viscérale, ben, moi je fais du viscéral conjonctif. Moi je m'intéresse, ben, aux liens, c'est-à-dire aux moyens d'union conjonctif, et je ne mets pas un foie en rotation interne ou un foie en rotation externe, ou vice-versa. Voilà, j'agis, j'essaie en tout cas d'avoir accès, parce qu'on ne peut pas avoir accès à tout, mais d'avoir accès donc au conjonctif viscéral. Je travaille sur l'enveloppe du système viscéral et non pas directement, bien sûr, sur le système viscéral, car pour moi, on n'a pas accès, hein, à la cellule noble. On a accès qu'au tissu conjonctif parce que, encore une fois, il est innervé. Étant innervé, automatiquement, il va réagir à n'importe quelle pression, à n'importe quelle traction, à n'importe quelle modification physique de son état, et sa réaction va être la vascularisation. On va voir tout à l'heure qui est directement lié bien sûr au système neurovégétatif, c'est la continuité du, euh, du système neurovégétatif. Et par cette innervation, alors que l'épithélium ne l'est pas,
et que la cellule noble n'est pas non plus, bah, par son innervation, c'est grâce à ça qu'on a une action dessus. S'il n'était pas énervé, on n'aurait aucune action sur rien du tout. Les variables conjonctives, bah, on vient de le voir, elles sont tout simplement mécaniques, neurologiques et neurovégétatives, méca-neurovascu. Effectivement, la variable d'état du conjonctif, c'est la priorité de la santé. La santé idéale, ça n'existe pas. Voilà, on ne peut pas se prévaloir d'être en bonne santé. On est juste en santé. Encore une fois, il y a d'autres webinaires hein, sur la chaîne YouTube où vous pourrez avoir plus de renseignements là-dessus. Je ne vais pas refaire tout le webinaire sur la santé. Mais la bonne santé n'existe pas. Nous sommes en santé. Ça veut dire que nous sommes tout simplement en variation d'adaptabilité. Variation d'adaptabilité au milieu extérieur. Notre milieu intérieur s'adapte au milieu extérieur par tout simplement des capacités hein, homéostasiques. Et dès l'instant où notre tissu conjonctif ben, n'est plus sollicité, hein, dès l'instant où il va être en hypostimulation, dite spatio-temporelle, hein, il est un peu mis à l'écart, un peu oublié, un peu comme immobilisé. Eh ben, on va retrouver une baisse des besoins énergétiques, une baisse des échanges liquidiens, une baisse des principes dynamiques, une augmentation de la densité par déshydratation. L'H2O libre devient H2O lié, hein, donc au niveau, on l'a vu, des protéoglycanes. Et on va bien sûr avoir une accumulation des neurotransmetteurs dans le système neuronal qui va bah, augmenter la sensibilité. Dès qu'on va le toucher, dès qu'on va le remettre en route quelque part, dès qu'on va le redynamiser, eh ben, et on va provoquer de la douleur parce qu'il va y avoir une libération, un peu comme un barrage qui va céder, il va y avoir une libération de ces neurotransmetteurs. Ça va bien sûr dépasser le gate control et tout simplement informer nos centres supérieurs. C'est pour ça qu'un tissu conjonctif qui est un petit peu en stand-by, qui est un peu éteint, qui est un peu hypo-sollicité, ben, dès qu'on va restimuler, il va y avoir des douleurs un petit peu, on va dire, post-traitement. Ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de faire mal à son patient. Il ne faut pas le torturer, on est bien d'accord. Mais il faut quelque part avoir une action. Une action, ben, c'est être dans le tissu, être dans la structure. On voit trop aujourd'hui, et je le vois moi en tant qu'enseignant en école d'ostéo et bien sûr en postgrade, et même des patients qui vont voir des confrères pendant les vacances, etc. Eh ben, ouais, ça papouille, quoi. Ça papouille, mais ça n'a pas de résultat. Donc, en tout cas, ça ne tient pas. Effectivement, une séance de thérapie conjonctive, et je vous montrerai des exemples de traitement à la fin de ce webinaire, bah ouais, ouais, ça rentre dans la structure, hein. Il faut effectivement défibroser ce tissu conjonctif avec bien sûr le désagrément pendant 48, 72 heures, parfois un peu plus, ben, d'avoir des douleurs qui augmentent. Mais c'est normal, ok? L'augmentation de douleurs type courbature, type un peu, on va dire comme un bleu, c'est tout à fait normal post-traitement. Au contraire, hein, c'est bénéfique et ça prouve que votre traitement a été efficace. Donc, encore une fois, le traitement, hein, l'ostéopathie, entre guillemets, c'est pas du bien-être et c'est pas euh, brosser les gens dans le sens du poil. C'est tout simplement aller remettre des structures conjonctives dans leur état, si bien sûr elles en sont capables. On voit ici sur ce schéma que bah, quand on est dans l'hyperstimulation spatiale ou temporelle, on est dans la cassure, on est dans l'usure. Et là, on est dans le dégénératif. Malheureusement, dans le dégénératif, il n'y aura pas de retour à un état homéostasique. Ce n'est pas possible. Hein, donc, on sera dans le dégénératif. Le dégénératif restera le dégénératif. Mais tout ce qui est lésions tissulaires réversibles, hein, quand on parle de tissulaire, on en est là. On est dans les lésions tissulaires réversibles. Il n'y a pas de mal à utiliser le mot lésion, car on est sur une perturbation d'adaptabilité conjonctive. Dès qu'on restaure ses capacités, dès qu'on revient sur de meilleures capacités d'adaptation, oui, il va y avoir automatiquement libération de protéines dans le milieu interstitiel. Oui, il va y avoir une réaction inflammatoire physiologique de réparation et c'est totalement physiologique et normal. Il faut passer par ce stade. La lésion tissulaire, voilà, elle est là, ok, on y est. Et bien sûr, cette lésion tissulaire, elle est liée aux capacités fluidiques. Quand on parle d'ostéopathie fluidique, c'est ça le fluide.
Le fluide, bah, c'est cette substance fondamentale, c'est l'hydratation fondamentale de ce tissu qui va automatiquement donner bah, ses capacités, encore une fois, liées directement au système nerveux végétatif. Pourquoi au système nerveux végétatif? Il en est la continuité, car le tissu conjonctif est capillarisé. Et qu'est-ce qui règle la capillarisation et qu'est-ce qui règle le débit sanguin dans les capillaires? C'est le système nerveux végétatif et entre guillemets, l'orthosympathique. L'orthosympathique, le réflexe orthosympathique, va permettre d'adapter, donc vasoconstriction, vasodilatation. Donc, il adapte le flux vasculaire capillaire et c'est ce flux vasculaire capillaire qui va nourrir le tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, c'est la continuité, tout simplement, du système nerveux autonome végétatif et en particulier du système orthosympathique. Donc, quand vous posez les mains sur un patient, vous faites de l'ortho, quelque part, vous faites du fluide, oui, vous faites de la fluidité. Et comme vous faites de la fluidité, c'est du vasculaire. C'est pas j'augmente le débit du liquide céphalorachidien ou je le diminue. Non, non, c'est pas ça du tout. Vous faites du vasculaire avant tout. Vous vascularisez, vous drainez. Quand on pose les mains sur un patient, c'est exactement ce qu'on fait. On crée un réflexe ortho. Ce réflexe ortho engendre d'abord vasoconstriction, puis vasodilatation réflexe proportionnelle à la vasoconstriction. Cet orage vasculaire va nourrir le conjonctif, il va l'hydrater, il va le réchauffer, et n'importe quel tissu conjonctif qui va baigner dans une ambiance humide et chaude va automatiquement, entre guillemets, se fluidifier. Mais ça, on va faire un peu de cuisine ce soir, mais c'est connu dans toutes les cuisines du monde entier. Dans toutes les cuisines du monde entier, bah, les viandes les plus conjonctives, c'est-à-dire les avants, les épaules, qui sont très conjonctives, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Basse température, très longtemps, des heures, hein, le gigot de 7 heures, hein, voilà, nos amis du Maroc, effectivement, bah, ça cuit 7 heures, hein. Et très longtemps et très doucement. Bah, dès l'instant où on va baigner dans une ambiance chaude et humide, le tissu conjonctif va libérer par réaction chimique son H2O lié en H2O libre et il va y avoir une restauration de ses capacités de fluidité, tout simplement. Et également dans d'autres thérapies, hein, que ce soit choc thermique par le sauna ou le hammam, eh ben, c'est la même chose, c'est du tissu conjonctif. Donc, dès l'instant, vous voyez, on n'est même pas obligé quelque part de toucher le patient. C'est tout, c'est aussi hein, faire baigner ce conjonctif dans de l'humidité et une chaleur constante. Le grand régulateur, donc on vient de le voir, c'est le système nerveux végétatif et le système nerveux autonome. C'est la même chose, hein. Végétatif ou autonome, c'est pareil. C'est un système triphasé. Le point clé, la vascularisation. S'il y a une chose à retenir effectivement de style, c'est la règle de l'artère. Ça, c'est sûr. Effectivement, ce système orthosympathique, c'est un système vasculorégulateur. Vasculorégulateur, il va faire un pontage, il va faire un lien entre le système nerveux cérébrospinal, qui est la vie de relation, qui est le système nerveux périphérique, nos muscles striés, et notre système nerveux, on va dire, parasympathique, qui est notre vie végétative. On a d'un côté la vie de relation, d'un autre côté la vie végétative. On peut ni être tout l'un, ni être tout l'autre. Il nous faut un peu des deux. Ok. On ne peut pas vivre que de relations, c'est pas possible, parce que de temps en temps, il faut automatiquement se reposer. Ça, pareil, hein, on est programmé pour ça. Notre cerveau vit à l'économie. Donc, il est capable, bien sûr, d'accélérer, il est capable de se dynamiser, il est capable de créer de la relation, il est capable de créer du lien, mais automatiquement, le système nerveux cérébrospinal, c'est un système nerveux qui va consommer de l'énergie. Ça va consommer de l'énergie et ça va être très énergivore. La vie de relation est très énergivore. Et pour se reposer, pour récupérer l'énergie qu'on vient de gaspiller par la relation, bah, il va falloir automatiquement passer par la vie végétative. La vie, on va dire, parasympathique. Ça, c'est la restauration. Et ben, ce système orthosympathique, il va, un peu comme un vase communicant, balancer la vascule d'un côté ou de l'autre. Il va réguler, effectivement, sous une forme un peu triphasée, la vie de relation et la vie végétative. Et le lien entre la relation et la végétative, ça va encore une fois être ce fameux tissu conjonctif. Le
système neurovégétatif, bah, c'est l'équilibre. Voilà, hein, il est un peu le point clé, hein, l'organisateur de ce tissu conjonctif. On va retrouver de l'ortho partout. N'importe quelle partie de notre corps humain est vascularisée. Donc, automatiquement, n'importe quelle partie de notre corps humain baigne dans l'orthosympathique, hein, comme le conjonctif, hein. Donc, quand on parle de conjonctif, on doit l'associer au système orthosympathique, hein. Je le dis et je le répète encore une fois, hein, le conjonctif, c'est la continuité du système orthosympathique. C'est la finalité du système orthosympathique. Et bah, pour effectivement se restaurer, récupérer, éliminer et se régénérer, il y a un système parasympathique complémentaire, opposé et associé, qui lui n'est présent bien sûr qu'au niveau des organes vitaux. Hein, donc au niveau du crâne, au niveau bien sûr du thorax, de l'abdomen et de tous les éléments pelviens. Ok, c'est aussi notre système bien sûr de reproduction. Donc voilà un peu comment fonctionne ce tissu conjonctif, hein. Il est adaptateur, il est protecteur, il est organisateur, mais il est dépendant du système ortho. Il est directement lié au système ortho. Touche un patient, fait un massage, fait une technique réflexe, on fait de l'orthosympathique. En faisant de l'orthosympathique, on améliore le conjonctif. En améliorant le conjonctif, on améliore la fonction de la cellule noble. Encore une fois, si cela est possible, si c'est tout simplement réversible. Donc, ce réflexe orthosympathique égale vascularisation du conjonctif, vasoconstriction suivie bien sûr de vasodilatation. C'est le réflexe principe de vasomotricité, piloérection-sudation. Donc, on retrouve encore une fois le rôle de protection contre le chaud et bien sûr contre le froid. C'est l'amélioration des échanges liquidiens, l'amélioration de l'hydratation, la chaleur, la modification chimique du conjonctif, la restauration des échanges synaptiques, l'amélioration des flux, perfusion, drainage, bouleversement neurovégétatif, restauration de l'homéostasie, retour à la santé. J'ai bien dit à la santé et surtout pas à la bonne santé, juste à la santé, c'est-à-dire redonner des capacités d'adaptation par rapport à notre environnement, tout simplement. On va maintenant prendre quelques exemples de conjonctifs et voir ensemble. Alors, on ne va pas balayer hein, tout le conjonctif du corps humain parce qu'il nous faudrait plusieurs journées, ni balayer toutes les techniques qui existent sur le tissu conjonctif parce qu'il en existe des centaines. Mais on va voir ensemble quelques techniques sur du conjonctif qu'on connaît, sur du conjonctif sur lequel, quelque part, on travaille tous les jours. L'anatomie du tendon. Effectivement, l'anatomie du tendon, hein, donc on revient sur ce tissu conjonctif unidirectionnel, hein, dense, composé bien sûr de nombreuses fibres collagènes, hein, très riches en fibres collagéniques. Mais vous voyez que le tendon, il est multifibrillaire. Le tendon, il va être composé d'un épimysium, d'un périmysium, d'un endomysium, d'un noyau, de myofibrilles, d'un sarcolème. Donc, on a véritablement une organisation multifibrillaire. Par cette organisation multifibrillaire, à composition parfois un peu différente, on va retrouver plusieurs pathologies possibles. En fonction de la localisation de la lésion, on va bien sûr de parler de lésion tendineuse ou lésion péritendineuse, eh ben, on va parler de tendinopathie. Alors attention, hein, le mot tendinite, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ok. Une tendinite, bah, ça ne veut rien dire. On n'est pas sur une tendinite. La tendinite, ça n'explique rien. Et on va le voir ensemble que par rapport à la localisation de la pathologie tendineuse, on parle bien sûr de pathologie tendineuse, le traitement est différent, car la conséquence va être différente. Donc, l'anatomie du tendon, la compréhension du tendon, c'est un exemple que je vous donne, parce qu'on parle beaucoup tendinite, hein, les médecins utilisent beaucoup le mot tendinite sans savoir véritablement ce que c'est. Non, non, je le dis et je le répète, on est sur de la tendinopathie. On va parler donc dans ces tendinopathies d'antésopathie. L'antésopathie, c'est l'atteinte d'insertion. On est sur l'accroche. On va être sur la jonction entre le tendon et le périoste. On est sur la continuité collagénique entre la fin du tendon et le début périosté. Donc, je vous ai remis pareil un article, donc l'attachement squelettique des tendons, l'anthèse du tendon, hein.
hein. Donc l'anthésopathie, c'est la pathologie de l'anthèse. L'antésiopathie va avoir tendance à calcifier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une modification collagénique à cet endroit-là, tout comme l'épine calcanéenne, c'est un peu la même chose. Et on voit ici d'ailleurs sur la radio, hein, on voit qu'on a une épine au niveau donc, du tendon d'Achille, du tendon achilléen. Donc c'est pareil, hein, c'est une modification à la fois des protéoglycanes et modification collagénique qui va transformer le collagène un peu en os. Mais finalement, ça rigidifie le tendon. Vous voyez. Là, il n'y aura pas de risque de rupture. Alors oui, ça fait mal dans un premier temps. Après, la douleur va diminuer et il va y avoir donc une sorte de rigidification. Alors bien sûr, diminution de la mobilité, ça c'est sûr, mais par un peu calcification collagénique et protéoglycane également. OK. Par défaut, bien sûr, de vascularisation. Dès l'instant où il va y avoir une diminution de la vascularisation locale, automatiquement, et puis une augmentation des contraintes mécaniques, il va y avoir cette transformation un peu chimique, on va dire, hein, au niveau donc de l'insertion, euh, au niveau donc de cette anthèse. Là, le traitement, bah, ça va être de vasculariser. Il va falloir utiliser des techniques vascularisantes. La technique vascularisante, ce n'est pas du myotensif, hein. Les myotensifs, ça fait tout sauf vasculariser, hein. Non, il va falloir utiliser des techniques de crochetage, hein, parfois des techniques manuelles, parfois aussi instrumentales, hein. Alors, moi, j'utilise le dry aussi, hein, donc le dry needling, où je viens un petit peu picorer l'anthèse. Il va falloir faire, entre guillemets, saigner le tissu pour justement permettre une restauration donc, de ce système collagénique. Donc, le tissu conjonctif, bah, c'est la composition de la matrice et sa pertinence pour la physiologie. Cet article, qui date de 99, mais nous montre effectivement que le tissu conjonctif, riche en collagène, va être soumis, bien sûr, à des contraintes de traction et des contraintes de compression. Et ça va être ces contraintes de traction et de compression, quelque part, ça va être le maintien de la mobilité, que ce soit en traction, en compression, qui va jouer un rôle clé dans l'hydratation et dans la résistance. Les glycoprotéines vont stabiliser l'ensemble. Donc, on voit bien que quelque part, le maintien de l'activité et le maintien donc des contraintes de compression et de traction favorise l'hydratation, donc favorise quelque part la bonne santé, hein, entre guillemets, du tissu conjonctif, en tout cas ses capacités d'adaptation. Plus un conjonctif va perdre quelque part ses contraintes de compression et de traction, plus ben, il va s'enraidir et perdre ses capacités d'adaptation. Donc il faudra en permanence maintenir ces composantes de traction et de compression. Et quelque part, bah, c'est un peu ce qu'on fait en pratique, hein, quand on fait des techniques conjonctives, quand on fait hein, de l'intraconjonctif, et ben, on y associe de la compression et de la traction. On disperse et on rapproche, on disperse et on rapproche, on disperse et on rapproche. Et par cette notion de dispersion et de rapprochement, on recrée des processus de glissement et on améliore l'hydratation fibrillaire et donc automatiquement la proportion de collagène et la proportion donc de protéoglycanes. La parathénonite, là, c'est différent. La parathénonite, c'est encore une fois une forme de tendinopathie. La parathénonite, c'est une inflammation de la gaine du tendon. On est sur un phénomène inflammatoire. OK. Donc, on est sur un phénomène inflammatoire. En phase aiguë, il ne faudra pas augmenter l'inflammation. Il va plutôt falloir diminuer, calmer. En phase chronique, on pourra effectivement aller travailler, on va dire, après cette période inflammatoire, directement sur la gaine. On est sur le parathénon. Donc là, voilà, on est sur l'enveloppe, effectivement, donc, de ce tendon. Il va y avoir des phénomènes inflammatoires par diminution de glissement, augmentation des protéines dans l'espace entre le parathénon et le tendon. Il va y avoir donc des crépitants, des adhérences. On va parler d'adhérence entre le tendon et sa gaine, hein. Il y a des adhérences entre les deux. C'est ça qui va nous donner gonflement et crépitement. Donc la particularité de la parathénonite, c'est que ça crépite.
quand on vient pincer le tendon, à peu près, on va dire bien sûr au-dessus de l'anthèse, hein, donc entre la jonction myotendineuse et l'anthèse, et qu'on vient mobiliser par exemple la cheville, on vient pincer ce tendon, on perçoit des crépitements. Ben, ce crépitement est significatif d'une paraténonite. L'anthèse, il n'y aura pas de crépitement. OK? La tendinose, là, c'est encore autre chose. C'est une destruction collagénique. C'est souvent métabolique. Ça peut être une grosse perturbation métabolique, acidose. Ça peut être aussi, bien sûr, prise d'antibiothérapie ou prise, effectivement, de médicaments lourds, hein, chimiothérapie, corticothérapie, etc. Là, il y a une rupture complète, donc, enfin, pas complète ou incomplète, mais il va y avoir une rupture collagénique. Il va y avoir une destruction collagénique. C'est pas inflammatoire. C'est pas du tout inflammatoire alors que la paraténonite est une inflammation. Donc vous voyez qu'on vulgarise complètement le mot tendinite, qui veut strictement rien dire, au détriment d'une véritable connaissance de la pathologie tendineuse. On n'est pas là pour faire un webinaire sur les traitements, bien sûr, du tendon. Ça sera un autre webinaire qui sera destiné à ça, avec quelqu'un qui maîtrise encore mieux. Mais effectivement, hein, dès l'instant où on va faire le diagnostic anthésopathie, paraténonite ou ténosynovite, un peu la même chose, ou tendinose, le traitement va être totalement différent. Hors de question de faire des étirements sur une tendinose, puisqu'on va créer encore plus de ruptures. Ok. Il va falloir là faire effectivement une amélioration locale et surtout une amélioration globale de cette perturbation métabolique. Hein. Donc, à chaque tendinopathie correspond un traitement bien particulier. Encore une fois, la connaissance du conjonctif est primordiale à la réussite, effectivement, du soin, de la technique et du soin. Parlons un peu également du du syndrome pyramidal, où on pense que le nerf est coincé. Le pyramidal n'a jamais rien coincé. Sinon, après 12 heures de vol, on serait tous paralysés. Donc, quand on parle de syndrome pyramidal, on est encore une fois sur une perturbation vasculaire. Quel est le rapport entre le piriforme et le nerf sciatique? C'est la même vascularisation. Le nerf sciatique, comme n'importe quel nerf myélinique, dès l'instant où il y a une gaine de myéline est vascularisée. La gaine du myéline, c'est le conjonctif du nerf. C'est vascularisé par ce qu'on appelle les vasa nervorum. Ces vasa nervorum vascularisent la gaine de myéline. Cette gaine de myéline, comme tout système conjonctif, va être adaptable à la traction et la compression. Il va y avoir donc une capacité d'adaptabilité à l'extension, on va dire neuronale. Ok. Il va y avoir un glissement entre l'axone et la gaine de myéline. Mais dès l'instant où il va y avoir une perturbation vasculaire qui va être liée, alors soit à une hypertonicité périforme, c'est possible, soit effectivement à une perturbation vasculaire interne, hein, au niveau des organes internes, hein, puisque la vascularisation du périforme et la vascularisation du nerf sciatique, c'est l'artère glutéale inférieure, aussi l'artère glutéale supérieure. Ces deux artères glutéales proviennent de l'artère iliaque interne, qui vascularise elle-même les organes génitaux et la coxo-fémorale. Il y a donc un lien direct entre la vascule coxo-fémorale, la vascule des organes génitaux internes et la vascule piriforme et nerf sciatique. Dès l'instant où il va y avoir une perturbation vasculaire pour X raisons, ça peut être viscéral, ça peut être bien sûr une hypertonicité musculaire, on est bien d'accord, ça peut être un problème postural, ça peut être en tout cas n'importe quelle perturbation vasculaire va engendrer à la fois une congestion piriforme et en même temps une perturbation des vasonervorums qui vont perturber la fonction, la, la structure de la gaine de myéline, les capacités d'adaptation de la gaine de myéline. Au niveau de la gaine de myéline, on a ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier, et ces nœuds de Ranvier favorisent ce qu'on appelle l'effet saltatoire. Donc, l'effet saltatoire, bah, c'est la propagation donc, de l'influx nerveux. Si cet effet saltatoire est perturbé, la dépolarisation va automatiquement être ralentie et on va avoir ce qu'on appelle des paresthésies. Donc, attention à cette notion de nerf bloqué. Un nerf, c'est rarement bloqué. Alors oui, au niveau des radiculaires, c'est possible.
Euh, et encore, c'est encore une fois, hein, même au niveau radiculaire, hein, quand on analyse plus en détail l'hernie discale, c'est ce mythe de l'hernie discale. Souvent, c'est un peu la même chose, hein. C'est une entorse zygapophysaire, hein, qui va créer effectivement une distension conjonctive locale avec inflammation, perturbation vasculaire et sciatalgie ou sciatique. Donc attention à cette notion de nerf bloqué, hein. On est loin. Encore une fois, un nerf, c'est composé de cellules nobles, l'axone, et c'est composé de tissus de soutien. La gaine de myéline et la gaine de myéline, c'est du tissu conjonctif. Dès l'instant où on a une irradiation, il faudra toujours se poser la question de est-ce que cette irradiation, il y a un lien avec la vascularisation? La vascularisation du nerf. D'où l'importance, bien sûr, de connaître son réseau vasculaire, qui est parallèle, bien sûr, au système neuro-périphérique et bien sûr aussi neurocentral, puisque les méninges sont elles-mêmes vascularisées. Ok. Donc, on vient de voir, bien sûr, une, une composante conjonctive tendineuse avec diverses formes donc de tendinopathie. Ben, dans les formes neuronales, dans les pathologies neuronales, on va retrouver exactement la même chose. Des perturbations vasculaires qui vont entraîner des perturbations de l'état conjonctif et qui vont entraîner automatiquement des perturbations de la cellule noble, ici donc au niveau de la transmission neuronale, au niveau de l'axone. Alors, on va voir ensemble quelques techniques. Et donc, on voit ici une technique dite myodétensive, hein. Donc, sur le tendon d'Achille, vous voyez, on vient libérer une adhérence sur le tendon d'Achille. Voilà, donc c'est un travail local, bien sûr. Ces techniques myodétensives, c'est des techniques qui viennent un petit peu des USA. Donc, c'est un mixage entre étirement, massage et travail actif. Ok. On va libérer tout simplement, hein, des lésions myo-aponévrotiques, des adhérences. Alors là, on est plus, bien sûr, sur une adhérence tendineuse dans le cas du tendon d'Achille. Mais bien sûr, c'est des techniques qu'on peut faire, qu'on appelle également un pin and stretch réflexe. On peut faire sur n'importe quel muscle du corps humain, donc avec une libération plutôt conjonctive adhérente. On retrouve ici un travail sur les rétinaculums, le rétinaculum, au niveau des péronées. Voilà. Un broyage au niveau des masses lombaires. Donc là, on est plus dans la structure musculaire, avec ce petit côté réflexe qui va créer l'orage orthosympathique. Ok. Des techniques inspirées donc de Monéron, je dis bien inspirées, qui est un crochetage au niveau des ligaments interépineux. Les techniques qu'on utilise sur les lombalgies chroniques, le lumbago. Technique vasculaire, donc sur le deltoïde, mètre. Un peu vite. Technique sur le rond pronateur. Voilà, on va travailler par exemple ici, hein, sur un enclavement du nerf médian au niveau donc du rond pronateur. Donc, technique libératoire conjonctive au niveau du rond pronateur. Donc, vous voyez que quand on parle encore une fois, hein, d'irradiation, alors on sait que le nerf médian va traverser le rond pronateur. Il va falloir libérer un peu parfois des adhérences conjonctives entre la gaine nerf, c'est-à-dire la gaine de myéline, et l'aponévrose du rond pronateur. Il peut y avoir, par exemple, en cas d'immobilisation ou de sursollicitation, un état inflammatoire. L'état inflammatoire primaire va engendrer bien sûr une augmentation de sécrétion protéinique, et puis ça va créer des adhérences de glissement, tout simplement, hein, entre les deux structures. Et ces adhérences de glissement vont perturber la vascularisation, et cette perturbation vasculaire va ensuite engendrer, bien sûr, les perturbations myéliniques avec les paresthésies. Donc attention, hein, au pseudo-canal carpien.
Le canal carpien, effectivement, plus quelque chose qui a lieu, comme vous le savez, à compression. Encore une fois, il faut faire attention en utilisant le mot compression, mais c'est un peu la même idée, hein, au niveau donc du rétinaculum défléchisseur, du poignet. Il va y avoir une augmentation de la densité conjonctive locale, perturbation vasculaire, au niveau donc de l'espace neuronal, et puis irradiation, bien sûr, comme vous le savez, au niveau de l'index et du majeur. Mais la perturbation vasculaire ne vient pas forcément du canal carpien, elle peut remonter un peu plus haut, donc au niveau du rond pronateur. On voit ici, pareil, hein, une technique neurodynamique sur le nerf médian. Voilà. Alors, ce sont des exemples de techniques que vous pouvez faire partout, hein, bien sûr, hein, sur n'importe quelle structure neurologique, sur n'importe quelle structure musculaire. J'ai envie de dire, dès l'instant où il y a du conjonctif, vous allez pouvoir pratiquer ces techniques. Une autre façon de voir un peu le conjonctif, en utilisant technique dite de crochetage instrumental. Là, on vient libérer, par exemple, vous voyez, hein, le trapèze, le triceps, OK, et tout l'espace sous-nucal. Ce qu'on voit en vidéo du milieu, c'est un travail qu'on fait sur les névralgies d'Arnold. Libérer tout l'espace sous-nucal, l'insertion du trapèze, OK, pour les névralgies d'Arnold. On vient également faire un lissage scapulaire. Voilà. Et je vais remettre la vidéo là. On voit ici, voilà, libération du tendon tricipital. On utilise également le mot de décloisonnement. On va décloisonner. Alors aussi, quand on fait ce travail de crochetage, de libération des cloisons musculaires, vous savez qu'entre deux cloisons musculaires, enfin entre deux muscles, hein, donc oui, entre deux cloisons musculaires, passe tout l'élément vasculo-nerveux. Donc, quand on vient travailler sur ces cloisons musculaires, on va automatiquement libérer du paquet vasculo-nerveux, améliorer la vascularisation, améliorer le drainage, améliorer également la conduction nerveuse. OK. Donc, on améliore automatiquement l'apport à la fois neuronal, donc l'apport vasculaire et le drainage. La structure, elle a tout pour bien fonctionner. On regarde ici encore d'autres techniques de crochetage. On voit un ponçage, pareil, hein, des éléments sous-ducaux. On voit également un moyen fessier, la jonction entre moyen fessier et piriforme. On voit le ponçage de l'angulaire. Et on voit également ici un travail sur les ligaments interépineux. Alors, le travail conjonctif, hein, vous avez vu, on peut le faire bien sûr à la main, sans matériel. Et il existe, hein, toute une série des crochets. Alors, je vous montrerai après la formation avec Pierre-Michel Dugailly, qui a, entre guillemets, retravaillé les crochets d'Ekman Therapy. Hein, et on utilise parfois donc du matériel, du petit matériel pour prolonger quelque part l'action l'action de la main. Donc, euh, il y a des Chinois, enfin les Asiatiques, utilisaient, hein, ce qu'on appelle les guachas. Donc, les guachas, ce sont des petits ustensiles, parfois en pierre, hein, parfois en bois, parfois en métal aussi, qui permet de prolonger la main et d'avoir cette technique un peu conjonctive, parfois un peu plus précise et un peu plus profonde. Donc, effectivement, le travail conjonctif, c'est bien sûr un travail manuel, mais ça peut être un travail également instrumentaux assisté pour pouvoir aller un peu plus au cœur de ce système, parfois un peu plus profond et surtout un peu plus précis.
Encore une fois, hein, l'idée, c'est de décloisonner, défibroser, séparer, distracter, compresser, hein. Donc, on en a retrouvé à travers ces techniques de la compression, de la distraction. Et on vient de le voir tout à l'heure dans une étude, c'est la compression et la distraction qui restaurent les capacités hydriques du tissu conjonctif et qui lui restaurent donc ses capacités d'adaptation.